Le Burkina Faso fait des choses extraordinaires et on ne peut pas passer une seule journée sans en parler. Ce serait injuste, ce serait jaloux, ce serait méchant. Au Burkina Faso, encore une fois les amis, très bonne nouvelle, des jeunes hommes sont rentrés après être placés deuxième à la compétition de robotique. Bravo. Ceci évidemment s'est tenu au Sénégal du 17 au 19 juillet 2025. Et lors de cet événement, la délégation burkinabé, l'équipe Hacker Stallions, est montée au podium, terminant à la deuxième place. Bravo encore une fois. Bravo au Burkina Faso. Vous savez, quand les gens font les choses négatives, il faut en parler. On le fait très bien, surtout en Afrique, quand c'est négatif. Parce que je le dis très souvent, les Africains noirs généralement, dans la francophonie, ne parlent jamais de ce qui monte. Ils célèbrent ce qui descend. Les Africains francophones ne parlent jamais de ce qui monte. Ils célèbrent ce qui tombe. Ah, tu as vu? Ah, le monsieur là, c'est lui qui passait là dans la grande Mercedes. Ah, c'est vraiment lui comme ça. Il est devenu comme ça. Oh là là, la vie est bizarre. Hein? Mais quand il pensait dans la Mercedes, il réussissait dans la vie. Personne ne lui disait félicitations, monsieur. Monsieur, comment vous faites vraiment? Que Dieu vous bénisse. Vous avancez, vous nous inspirez. Jamais de la vie. C'est toujours, ah oui, cet argent, c'était le fétiche. Je vous avais dit, il ne faut jamais envier les gens. C'est comme ça que vous êtes. Il ne faut jamais envier les gens. La fille là, elle a des plaies partout. Je vous avais dit, il ne faut jamais envier les gens. Les Africains ne célèbrent jamais ce qui manque. Les francophones, jamais ce qui manque. Toujours ce qui est en train de tomber. Au Burkina Faso, on doit célébrer ces jeunes personnes, ces jeunes hommes courageux, braves, qui ont évidemment été établis au podium, deuxième place. Pourquoi deuxième place? Évidemment parce que le Burkina Faso est un pays en guerre. C'est un pays en guerre. Donc, malgré la guerre, au lieu de trouver des excuses comme le feraient de nombreux autres pays, disant nous sommes en guerre, voilà pourquoi on ne peut pas se battre. Nous sommes en guerre parce qu'ils sont sponsorisés par les étrangers. Nous n'arrivons pas à gagner parce qu'il y a des gens derrière eux. Le Burkina Faso est en train d'investir dans l'intelligentsia. Malgré la guerre et les difficultés, le Burkina Faso investit dans ses enfants. Malgré la guerre et les difficultés, le Burkina Faso envoie une équipe de jeunes hommes compétents pour aller représenter le pays dans une compétition de robotique. Pas une compétition de parlade, une compétition de danse, une compétition de couleur de peau, mais une compétition de robotique. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de le faire? Il y a deux types d'humains. Il y a ceux qui ont toujours d'excuses pour expliquer leur situation, expliquer leurs défaites, expliquer leur incapacité, expliquer leur inaction. Et il y a ceux qui se servent de chaque opportunité qui leur est donnée pour aboutir à quelque chose. Il y a deux types d'humains. Il y a ceux qui se servent de chaque opportunité nécessaire pour justifier leur malheur, leur incapacité, leur inaction, leur peur, leur froideur, leur frayeur, leur trouille. Et d'autres qui saisissent chaque opportunité nécessaire pour vaincre. Le Burkina Faso, clairement, fait partie du second groupe. Écoutez encore ces jeunes hommes. On a réussi à passer les phases éliminatoires et lors de la phase finale, on a terminé deuxième. Derrière la Gambie. Ça a été une très belle expérience pour nous. On a eu l'occasion de découvrir le domaine de la robotique, d'échanger avec d'autres personnes de différents pays. La robotique, c'est pas pour n'importe qui. Il faut avoir un cerveau. Il faut avoir un cerveau. On peut pas avoir la peau décapée. C'est pas possible. Vous verrez jamais une personne qui s'est éclairci la peau qui soit en train d'étudier la robotique. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais une personne qui s'est éclairci la peau ingénieur en robotique. Il y en a pas. Cherchez-en. Envoyez-moi une photo. Je veux m'excuser. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a la peau éclairée et des faux cheveux, machin, excusons les faux cheveux, la peau éclairée, qui est docteur en robotique. Ce n'est pas possible. C'est généralement des gens qui comprennent que tout ça ne sert absolument à rien. Ils ont des objectifs clairs. C'est généralement des gens qui n'espèrent pas être sauvés par leur gouvernement à cause de leur tribu. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend que M. Ibrahim Traoré est en train de faire un travail énorme et colossal. Voici M. Traoré, en comparaison avec M. Ils sont tous beaux, n'est-ce pas? Mais bon. L'un fait certaines histoires, l'autre fait d'autres histoires. L'autre est très riche, manifestement en train de rouler carrosse dans des très beaux endroits, pendant que l'autre, là ça c'est le président là, pendant que l'autre est en train d'assumer le rôle pour lequel il a été créé. Pas seulement pour lui, mais aussi pour la population. L'objectif, c'est pas s'enrichir, c'est pas se faire du bien à lui-même. L'objectif, c'est d'accorder une opportunité, une possibilité à la population de pas seulement croître financièrement, mais aussi mentalement. Au Burkina Faso, je vous l'ai dit l'autre fois, désormais vous faites des erreurs, vous conduisez mal. Au-delà de vous faire payer de l'argent, on vous prend, on vous demande de faire des travaux publics. Donc dans les caniveaux, dans les WC publics, vous lavez. Oui, c'est très important, c'est très bien. Je suis là parce que j'ai brûlé le feu tricolore. Alors on m'a amené ici pour des travaux d'intérêt général. C'est comme ça qu'il faut nettoyer le cerveau de l'Africain francophone. Et je sais que ça vous dérange, mais il faut vous dire des vérités comme ça. La Chine s'est développée
c'est pas parce qu'ils sont extraterrestres. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était un pays pauvre. Absolument pauvre. D'ailleurs, certains pays africains étaient beaucoup plus riches que la Chine. Mais regardez où la Chine est aujourd'hui. La première chose, la chose qui a primé, c'est d'abord la discipline. Vous faites une bêtise, on vous chicote comme pas possible. Et moi, je pense qu'il faut chicoter encore dans beaucoup d'endroits dans le continent. Moi, je pense qu'il faut chicoter. Ah oui, je pense que la liberté a été accordée beaucoup trop vite. Ça doit être une liberté progressive, une liberté qu'on acquiert avec la maturité qu'on a. La maturité émotionnelle, la maturité circonstancielle, la maturité environnementale. En parlant de Chine, la Chine était encore un pays pauvre dans les années 60. Ah oui. Autant que les Africains ont eu l'indépendance, les Chinois aussi étaient pauvres. Mais la différence est laquelle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a développé la Chine? Le développement de la Chine a été alimenté par une obsession nationale de l'apprentissage. Obsession nationale pour l'apprentissage et l'apprentissage des autres et l'expérience des autres. C'est-à-dire, la Chine est partie apprendre d'autres personnes. Première chose, numéro 1, la Chine a appris d'autres pays. Ils ont commencé ce qu'on appelle la politique de réforme en 1978. C'est là que la politique de réforme a commencé avec Deng Xiaoping, qui est ancien ministre de Finances chinois. C'est lui qui a observé le système disant « Le système dans lequel on vit ne nous permettra pas un développement rapide. » Parce que la Chine à l'époque était bloquée, calfeutrés en eux-mêmes. Donc tout ce qui se passait en Chine était chinois, c'était un peu comme la Corée du Nord. La Chine a commencé à étudier et à adapter activement aux modèles réussis tels que le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et le Singapour. Ils ont observé le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et le Singapour. Donc ils se sont dit, c'est vrai qu'on peut faire les choses nous-mêmes, on a toutes les capacités. Pourquoi ne pas aller observer ce qu'ils ont déjà accompli, ce qu'ils ont déjà fait? Parce qu'on ne va pas réinventer la roue, n'est-ce pas? Ça a déjà été fait, alors copier. C'est exactement ce que je dis aux gens. Vous voulez faire une entreprise, vous voulez que votre entreprise marche, regardez vos compétiteurs. Là où ça marche, copiez ça. Copiez ça à moins qu'il y ait copyright. Il faut faire attention. Copiez exactement ce qu'ils font, qui fonctionne et mettez-y vos condiments. Ça va marcher. C'est exactement ce que la Chine a fait. La Chine a envoyé des millions d'étudiants et des chercheurs. Ils ont été envoyés à l'étranger, évidemment, notamment dans des universités occidentales, pour y apprendre la science, la technologie, la gestion et la gouvernance. Science, technologie, gestion et gouvernance. C'est ça que les Chinois sont partis apprendre aux États-Unis, en Allemagne, au Singapour, au Japon. OK? La connaissance étrangère a été soigneusement localisée pour s'adapter aux conditions uniques de la Chine. C'est-à-dire, vous allez voir chez les autres comment ils font, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'on peut laisser. Vous savez, quand vous parlez, chaque personne à qui vous parlez, il y a des gens que j'ai remarqué d'ailleurs, quand tu entends une personne, il dit des choses qui ne correspondent pas à ce que tu es, il faut te retirer. Non, c'est bête de faire ça. En effet, chaque personne te dira des choses pour lesquelles tu ne t'identifies pas et certaines histoires, peut-être qu'il a à dire, sont très intéressantes. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, et que vous sentez que ce qu'il est en train de raconter n'est pas tout à fait ce à quoi vous croyez, il ne faut pas directement le démettre ou vous retirer carrément. Dans beaucoup de cas, l'humain est comme le poisson. Le poisson, c'est quoi? Vous mangez la chair, vous jetez les arêtes. C'est comme ça qu'on fait. Les Chinois sont partis voir dans des pays étrangers. Qu'est-ce qu'on peut tricher d'eux? Qui peut s'adapter ou pourrait s'adapter à la communauté chinoise chez nous à la maison? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ainsi que le chinois s'est adapté au capitalisme, bien qu'il eût été depuis longtemps un système politique socialiste. Dans les années 80 jusqu'à 90, la Chine a accueilli des entreprises étrangères. Ils ont finalement ouvert leurs portes. Vous pouvez venir investir ici. Avant, ça ne se faisait pas. Vous pouvez venir investir chez nous. Donc ces entreprises sont venues s'établir en co-entreprise avec les Chinois, permettant aux entreprises locales d'accéder à des nouvelles technologies, des méthodes de production modernes, des pratiques internationales de gestion. C'est comme ça qu'ils ont appris. Ils ont appris en trichant. M. Traoré est parti en Russie. Il a dit les Russes venez, commencez, comme ça nous on va suivre. Il n'est pas parti chercher comment on fait pour piller le pays, pour s'enrichir et après venir faire la guerre. C'est ça. En fait, il y a des gens qui sont mal faits, ils sont mal fabriqués. Comment tu peux piller un pays? Tu fais des milliards et des milliards, mais tu veux venir faire la guerre encore. Et ça appartient à ton père ou ton grand-père. C'est incroyable. En Chine, il y a ce qu'on appelle le Gaokao. C'est l'examen national d'entrée à l'université. Très compétitif. Pour être sélectionné dans certaines universités, il faut faire cet examen dur. C'est un examen dur parce que la sélection est très rude. On ne prend que les tops des tops. Et chaque famille veut voir son enfant évoluer, progresser. Pour progresser, évoluer, il faut acquérir des choses extraordinaires. Et c'est comme ça, dans cette compétitivité, que les Chinois ont. Pour finir, la Chine a la culture de l'apprentissage continu. Contrairement aux francophones, après avoir fait les examens à l'université, à l'obtention d'un diplôme, voilà, ils sont connaisseurs, ils sont là sur Internet à corriger les français. Là, on met S, ce n'est pas T. Là, c'est accent, tout ça. Votre français est en train de bouger. En fait, tout ce qu'ils connaissent dans la tête, c'est les français. Ils ne savent pas réfléchir, ils savent seulement comment écrire français. C'est ça. Ne comprenons pas qu'il y a des gens très bêtes qui parlent très bien français. Il y a des Français en France qui écrivent et parlent très bien, mais ils sont absolument stupides. Ah oui, c'est ça. C'est un complexe d'infériorité qui a été matraqué chez le noir francophone beaucoup plus que chez l'anglophone.
Les anglophones ne se corrigent pas. Hein. Genre, tu dis la papa en anglais qui n'existe même pas. Personne ne veut, on veut savoir le fond de ton message, c'est quoi. C'est pas non, on dit le piment, pas la piment. Donc, le francophone va remettre en question la capacité scientifique d'un docteur en physique parce qu'il a dit la piment. C'est ça le francophone, c'est ça la maladie. En fait, la France est tellement pauvre en termes de minéral qu'il a fallu fabriquer un truc, c'est-à-dire une langue compliquée à écrire pour donner l'impression que comprendre et écrire français veut dire que vous êtes riche, donc vous êtes supérieur. Non, il faut fabriquer une supériorité. Ma supériorité à ton égard serait quoi? C'est que tu parles mal ma langue. C'est-à-dire quand tu parles mal ma langue, c'est-à-dire que tu n'es pas assez grand sur le plan réflexion. C'est ça. Les Chinois aujourd'hui, les amis, produisent les plus de STEM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. C'est eux qui produisent les plus d'ingénieurs dans le monde. Vous pouvez combiner tous les pays. Personne n'arrive à la cheville de la Chine. Encore une fois, juste avant les indépendances, la Chine, le Singapour étaient des pays pauvres. Aujourd'hui, en Singapour, un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Ils ont aussi souffert comme les Africains. Ils ne se plaignent pas disant on a été colonisé tout le bazar. Jamais. Ils sont là. Vous avez déjà été à Singapour? Vous serez choqués. Il n'y a pas de minerai, il n'y a pas de pétrole, pas d'or, pas de diamant, pas de cobalt, rien du tout. Mais les têtes fonctionnent. Regardez la Chine aujourd'hui. Félicitations à M. Ibrahim Traoré pour un travail énorme. Félicitations aux Burkinabés qui ont été classés 2e à la compétition panafricaine de robotique. Merveilleux comme chose, c'est encourageant. J'espère que d'autres Africains ne seront pas seulement jaloux, mais seront aussi encouragés par ceci en voyant la direction que mène l'esprit de ce pays en ce moment-ci. Les routes sont en train d'être construites, la discipline est en train d'être instaurée, les gens qui continuent à gagner dans les compétitions internationales malgré la guerre, on ne peut que louer ça. En Afrique, on ne peut malheureusement pas parler de développement sans parler de comportement. Impossible. On ne parle pas de développement en Afrique sans parler de comportement. Parce que le comportement de l'Africain prime toujours sur son développement. Pour changer l'Afrique en soi, il faut d'abord changer l'homme. Ce n'est pas l'Afrique qu'il faut changer, ce n'est pas le système qu'il faut altérer, c'est l'homme qu'il faut changer. C'est l'homme africain dans sa mentalité souvent égoïste. Quand ils ont le pouvoir, voilà comment ils appellent ça, nous avons le pouvoir. Ce n'est jamais votre pouvoir, mais ils en font leur pouvoir. Où il y a le népotisme, l'égoïsme, le personnalisme, un moyen exquis de vol et de destruction. Donc, ils s'approprient le gouvernement et tout ce qu'il y a comme financement pour leur famille, leurs proches et tout le bazar. On ne peut jamais parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Regardez ici en Afrique du Sud, par exemple. Les gens étaient fâchés par rapport à quelque chose, je crois que c'était Zuma, tout ça. Zuma doit être libéré de la prison. Ils sont partis dans les centres commerciaux pour aller voler. Comportement, on doit parler de comportement. Et heureusement, dans certains cas, il y a des gens qui ont versé l'huile de cuisine. Ils ont versé l'huile de cuisine devant leur boutique pour pas que l'on... Regardez ici dans un pays, je pense que c'est en Afrique centrale, un pays enfin certains pays bref. Un camion est venu, a connu un accident. Il y avait du pain à l'intérieur. Au lieu d'aller sauver d'abord le chauffeur qui brûlait, ils sont partis voler le pain d'abord. Il faut parler de comportement, on ne peut pas parler de développement. Le développement, c'est après. Sans comportement, zéro. Au fait, chez les Africains, quand quelqu'un a une opinion, son opinion est B, ton opinion est A, il faut commencer à l'insulter. C'est bizarre. On ne vous a jamais appris que vous pouvez rencontrer des gens avec lesquels vous ne partagez pas nécessairement certaines opinions, sans essentiellement commencer à vous insulter. N'est-ce pas possible de pouvoir... Bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec 70% de ce que vous dites, mais en tout cas, dans ce cas ici, je suis pas, voilà. On ne sait pas faire ça. Donc, quand une personne dit une seule chose, même s'il en a dit 700 pour lesquels vous avez été d'accord, s'il dit une seule chose pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous effacez l'ardoise de tout ce qu'il a raconté dans le passé qui vous a ébloui. C'est incroyable. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Regardez ça par exemple. Ça, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'est en Ouganda. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Ça, c'est au Gabon. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, chez les Bafoussame. Comment vous les Biamerounais. Cameroun. Hein. Ça, c'est au Kenya. Ça ne se limite pas en Afrique. Même aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est Détroit. Ça, c'est Détroit. Hein. Ce sont des choses que l'on voit en succession. Et c'est incroyable dans cette communauté. Eh bien, au Burkina Faso, on ne le fera plus. Regardez là. Au Burkina Faso, on est en train de faire un travail énorme. C'est-à-dire toutes les personnes qui jettent de la saleté devant leur maison seront pris en compte. Il y a des policiers et des services appropriés qui viennent devant votre maison pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites. Il y a des gens qui sont là pour vous poser la question qu'est-ce que vous faites. Débarrassez-nous de cette saleté. Moi, en tout cas, je remercie la brigade, l'aide d'effort et l'aide déplacement. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de sortir voir tout le monde en train d'amasser leur ordure devant la porte. C'est pour premièrement, c'est pour notre santé. Et je les remercie du fond du corps. La mission de ce matin ici, là, c'était d'abord les sensibiliser et ensuite les imposer un environnement salubre. L'objectif ici, c'est de vous encourager à devenir propre.
Et c'est ça, vous savez, généralement, il y a des communautés, si vous laissez les gens fonctionner, ils fonctionnent normalement. Il y a d'autres communautés, il faut suivre avec un bâton derrière. Ah oui, il faut suivre avec un bâton. Parce que vous pouvez commencer un système que chacun mette sa poubelle devant ou dans un coin. On va commencer très bien le premier jour, le second, le troisième, le quatrième. Ensuite, à un moment donné, un monsieur va décider, je suis trop fatigué, je me suis endormi en retard. Et ça y est, c'est bon. Il bousille tout ce qui a été planifié pour tout le monde parce que lui, il a dormi en retard. Pour ses propres causes. Alors, il est essentiel que de temps en temps, on chicote un peu. Alors, voilà ce qu'on a compris. Et certains présidents en Afrique comprennent qu'on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Et parmi eux, il y a M. Ibrahim Traoré. Il y a aussi le monsieur rwandais, le président Kagame. Au Rwanda, une fois par mois, je crois, le dernier vendredi du mois, toutes les personnes qui vivent au Rwanda sortent, si je ne me trompe pas, vont nettoyer les rues. Okay? Ils s'assurent dans leur avenue, ils s'assurent qu'il y ait propreté. Tout ce qu'il y a comme saleté, tout ce qu'il y a comme caniveau, qu'il y a comme engouement, engorgement, il faut nettoyer, il faut débloquer. Et qu'est-ce que cela promeut? Cela promeut un esprit communautaire. C'est-à-dire, vous commencez à parler à vos voisins. Comme je sais généralement chez vous, quand il y a un voisin, vous voulez que le voisin commence à vous dire bonjour. S'il ne me dit pas bonjour, moi je ne le salue pas. Pas au Rwanda, hein, puisque vous serez obligé de travailler avec le voisin. Dans ce cas, vous êtes aussi obligé en tant qu'humain, je suppose bien éduqué, de dire bonjour au voisin. Et aussi, qu'y a-t-il comme avantage? L'avantage, c'est que tout le monde dans l'avenue se connaît. S'il y a un étranger, on sait exactement qu'il y a un étranger. S'il y a une personne qui se cache, c'est évident, on sait qui il est. Ouais, donc c'est comme ça. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Et au fil de temps, à force de le taire mois après mois, qu'est-ce qui arrive? Les humains apprennent à se comporter d'une certaine façon, avec tenue et respect. Dans ce pays là-bas, on ne peut pas partir avec des plastic bags, tout ça, et jeter partout des cigarettes bases. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous partez dans certains pays, vous voyez des foufous devant la maison, des foutous, des têtes de poissons. Et puis c'est étonnant. Regardez quand il y a une inondation, il y a des têtes de poissons morts qui sortent, il y a des trucs bizarres, il y a des toilettes qui... Et ce n'est pas à cause du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a un rôle important à jouer. Mais l'individu, dans quelles conditions vivez-vous? Ce sont des choses qui soit vous apprenez de vos parents. Sinon, il faut que l'État se lève. Et au Burkina Faso, c'est évident. Ça ne rigole pas. Parce que M. Traoré a compris qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Il faut d'abord assurer que le comportement fonctionne. On parle à un tonneau vide ou à une personne qui comprenne. Donc, au Burkina Faso, désormais, vous faites des bêtises pareilles. On vous demande de nettoyer, pas seulement devant votre maison. On vous emmène aussi quelque part ailleurs pour aller nettoyer. En punition. Comme ça, prochainement, vous allez vous assurer que ce soit propre. À part ça, on en a parlé l'autre fois. Il y a un changement en ce qui concerne les infractions de route. 157 contrevenants ont été arrêtés. Ok, parce que voilà, ils ont franchi, comment vous appelez ça, sans regarder les feux rouges et tout le bazar. Ils ont été arrêtés. On leur a forcé des services communautaires. Pas de prison, pas de paiement. Oh non, je vais payer. Non, il faut aller travailler. Ils m'ont arrêté pour le feu. D'avoir grillé le feu. Est-ce que tu l'as brûlé? Oui, je l'ai bien grillé. Ok, bravo Burkina Faso. Piga Makofi, yeah. Bravo, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence. Il y avait Chinois, il y avait Belges, il y avait Australiens, il y avait tout le monde. Il y avait Burkinabé, tout le monde travaille. Mais dans certains pays, ici, il y a un complexe d'infériorité malade et une folie naturelle. On dira, bon, écoutez, les Blancs, vous voyez, après tout, ce sont des Blancs et tout ça. Ils vont payer un petit rien et puis on va sauver les Blancs et laisser les Noirs. C'est ça. Il y a des pays africains qui évoluent et qui avancent. Et d'autres Africains qui sont encore au Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas vivre avec. Ce sont des animaux. Je suis désolé. Il y a des gens qui sont encore des animaux. Ils doivent vraiment fournir beaucoup d'efforts pour se rattraper. L'objectif ici est simple, c'est de décourager le comportement dangereux et améliorer l'assainissement. Donc, on tue deux oiseaux en même temps. On décourage le comportement, le mauvais comportement, et on assainit la nation. Bravo à M. Ibrahim Traoré. Il y a aussi la population volontaire en train de boucher des nids de poules. Les nids de poules, c'est simplement les trous que vous voyez dans les rues. Ok, faut pas aller chercher là. C'est pas la poule, ce n'est pas le nid. Nid de poule ou pothole en anglais, ce sont des trous dans les rues. Ok, il y a des gens qui sont volontaires. Et on a compris, on peut pas gagner de l'argent dans tout. Quelquefois, il faut être volontaire pour la nation. Mais il faut avoir une nation. Dans la nation, il n'y a pas de tribalisme. Dans la nation, il n'y a pas d'ethnicisme. Dans la nation, il n'y a pas de sélectionnisme. C'est ça une nation. Quand vous êtes encore dans le tribalisme, vous n'êtes pas une nation. Vous êtes des villageois qui se sont mis ensemble. Continuons. Au Burkina Faso, les gens, les incarcérés seront maintenant en train de travailler dans l'agriculture. Bravo. Et pour 1 mois de travail, vous recevez 3 mois de réduction de peine. Donc, 1 mois de travail, 3 mois de réduction de peine. Je suis certain qu'on sélectionne attentivement les genres de personnes qui doivent bénéficier de cette histoire. Je suis certain qu'ils ne sont pas des grands brigands, des grands criminels tueurs et tout le bazar. Vous travaillez 1 mois, vous recevez 3 mois de réduction. La réintégration des humains dans la société. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, on ne veut pas laisser les prisonniers
pétrir et mourir en prison, on veut vous réintégrer dans la société. Et c'est louable. Monsieur Traoré a 37 ans d'âge. Il faut vous le rappeler. Il n'a que 37 ans d'âge. C'est un jeune homme extraordinaire. Voilà pourquoi je vous dis les humains ne sont pas égaux. Excusez-moi. Les humains, certes, monsieur a ses défauts et ses défaillances. Mais les humains ne sont pas égaux. Ok? Tu peux avoir 57 ans, mais absolument, absurdement stupide, bête. A fait des écoles, doctorat en machin, mais absolument poltron dans la tête. Pendant qu'il y a une personne de 27 ans qui brille de toute sa nature. Voilà pourquoi il y a un seul Lumumba. Pour qu'il y ait un autre Lumumba, il faut au moins 120 ans. C'est ça. Ce sont des gens qui ne viennent pas comme ça et comme si. Vous tuez des gens pareils, vous serez dans une malédiction totale. Ce sont des choses qu'on ne peut pas. C'est une malédiction. Ça, c'est un envoyé de Dieu qu'on a tué. Voilà pourquoi les gens vivent dans des conditions dans lesquelles ils vivent. Comment vous pouvez tuer l'envoyé de Dieu? C'est incroyable. Aux États-Unis d'Amérique, les prisonniers sont aussi travailleurs. Les États-Unis d'Amérique ont un système de prison qui est mi-géré par l'État, mi-géré par les entreprises privées. Donc les entreprises privées gèrent des prisons. Donc il y a beaucoup de prisons. Et qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils cherchent des contrats avec des grandes entreprises dans le marché pour faire travailler des prisonniers. Donc quel est l'objectif? L'objectif est simple. L'objectif, c'est parce que ces grandes entreprises ne veulent pas embaucher des citoyens normaux parce qu'avec eux, évidemment, il faudra dépenser de l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? On prend des prisonniers dans des prisons et on leur paye quand même à 0,06 $ l'heure. Je sais que vous comprenez pas, mais voilà, c'est absolument rien du tout. À Oklahoma, par exemple, on paye 0,6 $ l'heure. Missouri, 0,5 $. Louisiane, 0,04 $. Colorado, 0,87 $. C'est-à-dire en fin du mois, pour la prison où on paye le plus, vous recevez 157 $ le mois en tant que prisonnier après avoir bossé, travaillé, charbonné. Pour la prison où on paye le moins, vous recevez 6 $ à la fin du mois. Imaginez-vous. Mais pendant ce temps, ces grandes entreprises se font de l'argent en vous faisant travailler pour des autres entreprises. Et c'est ça. En 2021, il y a eu ordre exécutif par Joe Biden visant à supprimer progressivement les contrats fédéraux avec les prisons privées. C'est-à-dire, il voulait que les prisons soient des prisons d'État, mais ce n'est pas arrivé. En fin de compte, quelles sont ces entreprises qui profitent? Vous connaissez certaines entreprises. Il y a par exemple Victoria's Secret, les sous-vêtements que vous portez la saison, des prisonniers qui souffrent pour faire ça. Il y a Starbucks pour le café que vous boyez. Il y a Walmart, Whole Foods, AT&T. Oui, ils embauchent des prisonniers pour travailler. Il y a Microsoft. Il y a aussi Boeing. Donc, c'est un pays très intéressant. Et je vous rappelle que la grande majorité des prisonniers aux États-Unis sont noirs. Ah, ce sont des noirs qui sont prisonniers aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, ce sont les noirs. Que la population noire aux États-Unis, c'est à peine 13%. Mais sur 10 prisonniers, 4 sont noirs aux États-Unis d'Amérique. L'objectif là-bas, d'ailleurs, ces grandes entreprises sont accusées de perpétuer ce système. Ils veulent plus de prisonniers en prison. L'objectif, c'est pas de libérer les prisonniers ou les réintégrer. L'objectif, c'est de générer de l'argent. Et on a besoin... Voilà pourquoi vous pensez pourquoi on arrête trop des gens dans les rues, les noirs surtout. C'est l'esclavage qui a changé de forme carrément. Au Burkina Faso, on vous offre une opportunité. Vous travaillez pendant un mois pour -3 mois. Un mois, -3 mois. Félicitations. Pas seulement à M. Traoré, à tous les Burkinabés qui sont engagés. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Quand on vous laisse, vous commencez à vous comporter comme des animaux. C'est ça. Aucun respect. En fait, quand on applique une vraie démocratie en Afrique, qu'est-ce qui se passerait? Les gens prendraient de la merde et vont jeter ça au visage du président. Au nom de la démocratie. Liberté d'expression. C'est ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi il faut vous serrer jusqu'à un certain point. Quand vous vous respectez, les gens vous respectent naturellement. Quand vous vous respectez, les gens vous respectent naturellement. Moi, je n'ai jamais vu des vidéos, des bêtises venant du Burkina Faso. C'est mon expérience, hein. Peut-être que vous en avez vu. Je suis ouvert, je veux voir. Il y a des vidéos de bêtises, des gens en train de l'insulter, en train de raconter des bêtises. Je veux voir, je suis curieux de voir. Parce que généralement, les gens disent « Ah, les Africains sont comme ça. Les Africains se comportent comme ça. Les Africains sont malhonnêtes. Les Africains sont jaloux. Les Africains sont sournois. » Bon, j'ai vu ça. Moi, j'ai quand même beaucoup voyagé en Afrique. Ouais, beaucoup voyagé en Afrique. J'ai expérimenté first-hand beaucoup de diversité à l'africaine. Mais malheureusement, je ne vois pas ça partout. La sournoiserie, la méchanceté, l'imbécilité, l'impolitesse, ce sont des choses qu'on voit particulièrement dans certains endroits. Pas partout. C'est soit régional ou ségrégué par pays. Je suis désolé. Les gens pensent que nous sommes tous africains parce qu'on parle français. Ce n'est pas vrai. Le fait que l'on parle tous à français ne veut pas dire que nous sommes liés dans la culture française. Il y a d'abord la culture endogène qui s'exprime naturellement quand quelqu'un s'exprime même en français. Oh, les Africains sont tous méchants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En Afrique de l'Est, par exemple, vous ne verrez jamais des gens en train d'insulter les gens. C'est très rare de voir ces gens d'histoire. C'est choquant, c'est scandaleux. Comment tu insultes en public? Et c'est bizarre. Dans d'autres endroits, les insultes, c'est la norme. Et voilà pourquoi les gens ont tendance à essayer de transférer ou de transposer leur mentalité pensant que les autres réfléchissent de la même façon. Au Burkina Faso, on doit en parler, je pense que c'est chaud. Le Kenya projette l'implantation d'une usine de transformation de produits laitiers. Congratulations, Pia Makofi. Yeah.
Le Kenya envoie une délégation de personnes pour aller au Burkina Faso, pour aller examiner, voir, discuter, certifier la possibilité d'installer, implanter une usine de transformation laitière. Quand vous vous respectez, le monde vous respecte. Quand vous n'êtes pas dans la bêtise, le monde vous respecte. Quand vous n'êtes pas dans la sottise, l'imbécilité, le monde vous respecte. Quand vous vous comportez comme des charognards, les gens vous prennent comme ça. Le Kenya, je vous rappelle, certains politiciens, diplomates kenyans avaient fermement critiqué le président Ibrahim Traoré. Suivez. You know, I followed, you said something that got my attention about Captain Ibrahim Traoré. I used to also fall for his hype, like many people fall on TikTok. I saw another journalist another time saying, oh, did you see the way he was cheered when he arrived for the inauguration of the Ghanaian new president, Mr. Speaker? And I was excited like most people. Until I did some further research about what is exactly going on in Burkina Faso. And I want to challenge Senator Ledama to do the same, perhaps counter-check. Le monsieur dit Ibrahim Traoré, moi aussi je pensais qu'il était extraordinaire, mais après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert qu'il n'était absolument pas tout ce que l'on prétend de lui. Okay? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'est pas tout ça. C'est-à-dire que mon niveau d'intelligence est plus avancé que la vôtre en tout cas, parce que ce que vous voyez, vous applaudissez là, moi je n'applaudis pas parce que moi j'ai fait des recherches et j'ai découvert. Ça c'est au Kenya, le Parlement, le Sénat kenyan. Mais finalement, en fin de compte, les mêmes gens qui critiquaient Traoré, même le président de la République kenyan avait critiqué Traoré indirectement en parlant de coup d'État. Nous ne soutenons pas les coups d'État suivants. Throughout our continent's history, we have strived tirelessly to nurture the principles of democracy, aligning ourselves with the aspirations of the African people for freedom and self-determination. This fundamental norm is crystallized in Article 4P of the Constitutive Act of the African Union, which unequivocally condemns and rejects any unconstitutional change of government. Une personne, en tout cas, une société qui autrefois parlait ainsi de manière négative. Aujourd'hui, on voit une délégation déjà au même pays que l'on critiquait pour aller commencer, pour aller examiner, pour aller implanter une usine de transformation de produits laitiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est clair. Ils ont réalisé qu'ils avaient tort. Ils ont réalisé que ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui est de loin plus avancé. Pourquoi ne sont-ils pas partis dans les pays voisins? Alors regardez, le Kenya ici. Regardez la distance entre le Kenya et le Burkina Faso. Non, regardez la distance entre le Kenya et le Burkina Faso. D'ailleurs, le Burkina Faso est très chaud. Pour ceux qui, enfin pour les Burkinabés, peut-être que vous ne le comprenez pas parce que quand on a vécu toute sa vie quelque part, on le voit pas. Mon expérience personnelle a été le Burkina Faso est très chaud. Comme endroit, il fait très chaud. Ok, il fait très chaud. Ils sont pas bordés par l'océan pour avoir ce vent-là dont on est souvent habitué. Mais le Burkina Faso, autant il fait chaud, les cœurs des gens sont aussi chauds. Ce sont des gens chauds dans le cœur. Regardez la distance entre le Kenya et le Burkina Faso. Pour que quelqu'un, un président décide, une communauté décide, on va aller investir là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le comportement de l'Africain prime toujours sur son travail. Les investisseurs kenyans envisagent de construire une usine de production de transformation de lait au Burkina Faso. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large du Kenya visant à étendre ses exportations de produits laitiers au sein de la zone de libre-échange continental africain. La zone de libre-échange continental africain est un projet que nombreux connaissent. Si vous ne connaissez pas, il faut se ressourcer. L'objectif est d'atteindre partout en Afrique et exploiter ce que l'Afrique a à offrir en termes de commerce. L'objectif principal ici est d'installer une usine moderne de collecte, de transformation et de distribution de lait au Burkina Faso. Pigama Coffee. Yeah, bravo Burkina Faso. Et c'est chaud. Le pays a un potentiel agricole important, mais son secteur laitier est encore très informel, avec peu d'infrastructures pour transformer le lait local. Meilleure valorisation du lait produit localement et aussi création d'emplois dans les zones rurales. Donc, en installant cette usine de production de lait, on va valoriser le produit local. Secondo, on va créer beaucoup d'emplois pour les Burkinabés. Si votre président se respecte, les gens vous respectent. C'est comme ça. Ça ne rigole pas. L'usine permettra de collecter, transformer, distribuer le lait au Burkina Faso où le secteur laitier reste principalement informel. Cette collaboration entre investisseurs kenyans et acteurs burkinabés vise à dynamiser le commerce intra-africain et la coopération dans le secteur. Bravo Burkina Faso, les amis, ça tuerait beaucoup de plaisir. Moi, s'il y a du bien, on en parle. C'est aussi simple que ça. Zach Moukassa rimera toujours avec positivité. Le Burkina Faso va aussi envoyer 500 prisonniers pour aller travailler. Depuis un temps, le gouvernement accorde une opportunité à ceux qui sont prisonniers d'aller travailler pour le pays.
travaillez pour la nation dans l'objectif de regagner du temps. C'est-à-dire, vous travaillez pendant 1 mois, on enlève 3 mois de votre sentence. Donc, pour 1 mois, on vous enlève 3 mois. L'objectif ici, évidemment, contrairement aux États-Unis d'Amérique, qui est de vous faire pétrir, l'objectif est de vous réintégrer dans la société. Vous allez en prison pour avoir commis des délits, on vous laisse travailler pour la nation, et avec ça, vous gagnez du temps. Au lieu de faire 10 ans, ça sera peut-être réduit à 7 ans, ou ça dépend de votre investissement. Bravo ou quoi? Piyama Kofi. Au Gabon, c'est intéressant les amis, le président gabonais s'est rendu mercredi 30 juillet à Ankara dans le cadre d'une visite d'État. Évidemment, dans cette visite, il est parti rencontrer, chercher à accélérer des discussions avec des grands investisseurs turcs. Le président Oligui, manifestement, tourne le dos à la Russie et à la France dans cette occasion. Bravo ou quoi? Bah écoutez, il faut savoir que généralement, quand vous parlez du Gabon, c'est... on a remarqué que nombreux Gabonais ne sont pas contents, ils n'aiment pas ça. Hein? Pourquoi tu fais la propagande Oligui? Enfin, bref. Vous dites ça à CNN, vous écrivez à CNN pour dire pourquoi vous faites la propagande Oligui ou à Radio France Internationale, ou vous pensez que nous sommes amis. Ce qui est important, on parlera toujours de ce qui se passe en Afrique, que vous le vouliez ou pas. En effet, comprenez une chose, aucune personne sur Terre, même Dieu, n'est pas aimé de tout le monde. Il y a un fort nombre de personnes qui pensent que Dieu n'existe même pas. Ok, continuons. Donc le Gabon attend un balai d'hommes d'affaires turcs bientôt à Libreville. Lors de son séjour, le chef de l'État gabonais a rencontré de nombreux investisseurs turcs et parmi eux, il y avait Cengiz Holding. Cengiz Holding est un géant de l'ingénierie et des infrastructures qui envisage d'apporter son expertise dans la construction des routes, le développement du port en eau profonde de Mayumba. Mayumba fait partie de quelques ports gabonais qui évidemment, s'il est développé, pourrait accorder beaucoup d'opportunités pour le Gabon et aussi nombreuses opportunités de travail pour des locaux. Cengiz Holding peut apporter son expertise dans la construction des routes et au développement du port de Mayumba, c'est une possibilité. Il y a aussi Gulsan Holding. Gulsan est un acteur reconnu dans l'industrie, s'intéresse aux projets d'hydroélectricité, un secteur essentiel pour le développement énergétique du pays. Donc ce sont des gens qui construisent des ponts, des routes, des plans d'hydroélectricité, des créations des rails et des trains. C'est une entreprise qui a beaucoup d'expérience et évidemment avoir ce genre de collaboration est une très bonne chose pour le Gabon. Si le port de Mayumba a été développé, il pourrait offrir des avantages économiques, stratégiques et sociaux importants pour le Gabon. Premièrement, par exemple, le développement du port de Mayumba permettrait de décentraliser le commerce maritime, réduisant la congestion des ports existants et augmentant la résilience logistique. Ça pourrait aussi influencer le développement du sud du Gabon, qui est moins développé que le nord. Le port influencerait l'implantation d'entreprises de logistique et d'entreposage, le développement de projets agroculturels, la création de nombreux emplois durables. Alors, M. Oligui est critiqué par beaucoup de personnes. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Aucun humain n'est aimé à 100%, même Zach Mwekassa n'est pas aimé de tout le monde. Bref. Monsieur Oligui a porté un chapeau de MAGA de Donald Trump, Make America Great Again. Il a été critiqué pour ça, disant c'est du vassalisme. Comment est-ce possible un président d'un pays libre pourrait mettre une casquette représentant l'idéologie d'un autre président largement contesté? C'est un peu un complexe d'infériorité. Beaucoup de personnes ont dit cela, on l'a critiqué. Beaucoup de panafricanistes n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui. Certains ont dit qu'il aurait dû porter un chapeau disant « Make Gabon Great Again », c'est la même chose que MAGA, mais celui-là était « Make America Great Again ». Monsieur Oligui est largement critiqué, dû au fait que le Gabon tient encore de bonnes relations avec la France, le pouvoir colonial. Beaucoup de personnes auraient voulu qu'il rejette fermement comme l'a fait Traoré et Tiani. Alors, est-ce que puisqu'il ne l'a pas fait, est-ce que ça veut dire que Monsieur Oligui est incompétent? Ce qui est important à retenir est qu'à son arrivée au pouvoir, il a fait preuve de positivité, en disant clairement aux politiciens qui étaient sur place qu'ils ne peuvent pas s'enrichir à travers la politique, qu'ils étaient là pour servir et non pour être servis. Ce qui est encore de positif jusque-là est que M. Oligui est en train de diversifier ses collaborations. Il était aux États-Unis récemment pour discuter avec Trump, bien qu'il y ait eu beaucoup de critiques par rapport à cela. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays, afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Il dit, nous cherchons des collaborateurs. Nous vous invitons à venir. Sinon, d'autres personnes viendront. C'est-à-dire, on vous donne le choix, mais nous ne sommes pas fermés à d'autres personnes. Si vous ne vous apprêtez pas, vous ne venez pas rapidement, on va ouvrir des portes à d'autres personnes. Secondo, ils sont là. Il est parti en Turquie pour les discuter. C'est-à-dire qu'il diversifie un peu. Il diversifie ses amitiés.
Et ces collaborations ne sont pas fondées sur la France comme beaucoup de personnes l'auraient souhaité. Monsieur Oligui a aussi dit qu'il n'y aurait plus de bourse pour les Gabonais partant aux États-Unis. Parce que d'après lui, la plupart des Gabonais qui partent aux États-Unis ne rentrent pas au Gabon. Et c'est le pays ou la patrie qui perd. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis. Il n'y aura pas pour le Canada. Parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité. Ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Il vous l'a dit. Il a suggéré que désormais, il enverrait des Gabonais récipiendaires de bourses au Sénégal ou au Ghana, ou encore peut-être au Maroc. Chose qui est naturellement normale. S'il juge que ceux qui partent aux États-Unis d'Amérique ne rentrent pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le Burkina Faso, dans un respect total, une nation qui se respecte, il faut le dire, c'est clair, c'est évident. Nous cherchons des vidéos d'imbécilité du Burkina Faso, comme ça on va voir, pour dire que les Africains font les mêmes bêtises. Je suis très curieux. Le président gabonais Oligui, qui vient de faire un voyage en Turquie pour diversifier ses revers, invite beaucoup d'entreprises pour potentiellement grandir le Gabon à un niveau qu'on n'a jamais vu. Écoutez-moi, on m'achète pas. On peut pas m'acheter. J'ai besoin de l'argent de personne. Je sais que genre, oh, on me paye. Qui me paye? Je veux qu'on me paye. En fait, demandez, est-ce qu'on peut me payer aussi parce que je veux qu'on me paye? Qu'on me paye aussi. Est-ce que monsieur Oligui peut me payer? Quand les gens font les choses bien, on en parle. Ok? Monsieur Ibrahim Traoré ne me paye pas. Est-ce que vous pouvez lui demander de me payer aussi? Parce que moi aussi, je veux être payé. On me paye pas, les amis. Ok? Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Et nous ne sommes pas pro-Traoré, nous ne sommes pas pro-Oligui, nous ne sommes pas contre Traoré, nous ne sommes pas contre Oligui. Mais ce qu'il y a d'évident, on en parle. S'il y a des trucs négatifs, envoyez-nous, comme ça on va examiner, on va en parler. God bless.